Lorsqu'on essaye d'évaluer la faisabilité d'un projet, il y a un écueil auquel on est souvent confronté, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. En fait, c'est un biais de sélection qui consiste à surévaluer les chances de succès d'une initiative parce qu'on va concentrer son attention sur les sujets qui ont réussi. C'est-à-dire, lorsqu'on va essayer de déterminer si quelque chose est faisable, on va regarder les gens qui ont réussi, puis on va concentrer notre attention sur eux. Mais en réalité, et c'est pour ça qu'on appelle ça le biais du survivant, c'est une illusion de faire ça, parce qu'en faisant ça, on oublie tous ceux qui n'ont pas réussi, tous ceux qui ont échoué. Et parfois, pour éviter d'échouer, il est important de se consacrer non pas sur ceux qui ont réussi, mais justement sur ceux qui ont échoué. Parce qu'en regardant leurs erreurs, en comprenant pourquoi ils ont échoué, on peut se prémunir contre le biais du survivant et ça nous permet d'évaluer nos chances réelles de réussite. Et donc aujourd'hui, on va suivre les pas d'une personne qui a échoué. Et elle a échoué non pas une fois, mais deux fois. Son histoire à lui, l'histoire qu'il va vous raconter dans quelques instants, elle a commencé dans un endroit comme celui dans lequel je me trouve, à savoir une ville, puis elle l'a amené vivre à la campagne, et puis à l'issue de son échec, il est retourné vivre en ville. Donc voilà, vous le savez dès le début, je vous fais le spoiler, il n'y a pas un happy end à cette histoire. En fait, la fin de l'histoire, c'est ça n'a pas marché, je retourne vivre en ville. En fait, tout a commencé pour lui au milieu des années 2000. C'est quelqu'un qui s'intéressait à des thèmes comme la simplicité volontaire, la permaculture. Il avait lu, il avait dévoré même La révolution d'un seul brin de paille de Fukuoka. Et puis en 2008, quand il y a la crise des subprimes qui est arrivée, il s'est dit il faut que je quitte Paris parce que ça va être la fin du monde. Mais il manquait un élément à son puzzle, si vous voulez, c'est qu'il ne se sentait pas de partir seul. Sinon, il avait le sentiment qu'il allait se planter. Et donc, il a commencé à s'intéresser aux collectifs, et les collectifs, il a trouvé que c'était un truc génial. Il a commencé par passer régulièrement ses vacances d'été, puis ses vacances d'hiver au sein de collectifs à la campagne. En 2009, l'entreprise pour laquelle il travaillait s'est fait racheter par une grosse boîte, et sa boîte à lui allait se faire dépecer. Et donc là, en fait, il a tout arrêté à partir de ce moment-là. Il a donné sa démission, il a mis son appartement en vente, et il a sauté dans le vide. Et le 30 mars 2010, il a quitté Paris, il a mis toutes ses affaires dans un camion de location et il a déboulé en Bretagne pour s'installer, vivre au sein d'un collectif. J'arrive donc dans ce collectif qui est installé dans une longue ferme avec 3 corps de bâtiment qui regroupe 8 foyers. Le foyer étant une famille de une ou plusieurs personnes. Il y a des célibataires, des couples avec ou sans enfants, et en tout, quand j'arrive, si je me souviens bien, si j'ai bien compté, on est 16. Quand j'arrive dans le collectif, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est un détail, il n'y a pas de frigo. Je trouve ça très surprenant. Pour moi, le frigo enfin à l'époque, faisait partie des appareils indispensables. Et ben non, pas du tout. Quand on ne cherche pas à conserver du lait ou de la viande, on n'a pas besoin de frigo. Ça fait partie des quelques détails qui m'ont sauté aux yeux dès le début. Et ensuite, et ça c'est plus gênant, je ne sais pas communiquer de manière juste au sein du collectif. Je m'explique. Jusqu'à présent, j'ai évolué en gros dans deux milieux, le milieu familial et le milieu professionnel. Je sais quelles sont les règles d'interaction. Bien évidemment, je ne m'adresse pas à mes parents comme je m'adresse à mon patron. Or là, dans le collectif, je suis déconcerté par les usages, la manière dont on prend la parole, comment sont prises les décisions, etc. Un détail, cependant, aurait dû me mettre la puce à l'oreille si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Quand on insiste un peu trop lourdement sur la CNV, la communication non violente, ou la sociocratie, c'est qu'il y a un truc de bizarre. Normalement, je pense, ça doit bien se passer. Si ces histoires de CNV et de sociocratie reviennent trop souvent sur le tapis, c'est que la communication passe mal entre les membres d'un groupe. Comme j'arrive de la ville, je dois réapprendre à vivre dans un milieu différent. C'est pas très difficile. Ok, il fait un peu froid le matin dans la caravane où je suis installé, mais j'accepte ça parce que je pense que c'est comme ça dans la vraie vie. Que de se lever le matin dans une chambre où il fait 18 quand il fait 4 degrés dehors, ça c'est une anomalie. Un autre élément apparaît assez vite. À la campagne, je ne sais rien faire d'utile. J'ai appris plein de choses dans des livres ou des vidéos, mais ici, pour de vrai, ce savoir ne me sert à rien parce qu'il n'a jamais été mis en pratique. C'est ça le problème. Même pour faire quelque chose aussi simple qu'un tas de bois, j'arrive à m'y prendre mal. C'est-à-dire ma pile penche, elle n'est pas stable, etc. Et c'est l'une des toutes premières leçons que j'apprends là-bas, c'est une leçon d'humilité. En vrai, je ne sais presque rien faire et je suis à la limite d'être une paire de bras inutile. Et j'aime pas du tout cette sensation d'être inutile.
De la même manière, après mes lectures, j'avais hâte de me mettre au jardinage. J'étais persuadé que ça allait passer nickel. Dans les livres, rien n'est compliqué quand tu lis. Et sur le terrain, une fois de plus, c'est radicalement différent. D'abord, travailler accroupi ou le dos penché, ça fait très vite mal aux jambes. Et ensuite, c'est bête, hein, mais j'arrête pas de me piquer des doigts sur des orties, des ronces, des petits bouts d'épines, dès que je commence à trifouiller. C'est bête hein, comme détail, mais c'est très désagréable pour moi de travailler en se foutant des épines dans les doigts tous les quarts d'heure. C'est assez pénible. Et ensuite, même si je sais intellectuellement que tout ne pousse pas, j'étais pas prêt à affronter les déceptions liées aux semis qui prennent pas, aux plantes qui se font dévorer par les insectes ou par les animaux, le sanglier qui passe là-dedans et qui retourne le potager complètement en une nuit. Toi, tu as passé 15 jours à bosser là-dedans et lui, il défonce tout en une nuit. C'est super pénible, quoi. Moralité, un jardin, en fait, c'est dur physiquement et mentalement, surtout quand on débute, et même en étant entouré par des gens qui savent. Et il faut préparer à être fatigué et démoralisé quand on s'attaque à du jardinage au début, quoi. C'est bien après, mais au début, c'est un peu pénible, quoi. La ferme où on est n'est pas reliée au réseau EDF ou d'eau. On a donc des panneaux solaires et une éolienne. Et l'électricité est très très précieuse parce qu'on en a finalement peu. Et c'est là que je me suis aperçu que l'eau sous pression, en fait, c'est de l'électricité, là où il y a des pompes électriques. L'eau potable vient du puits, et en fait, on n'a pas vraiment testé sa potabilité. Alors effectivement, de temps en temps, on a un peu tous mal au ventre quand le filtre arrive en fin de vie et qu'il est temps de le changer. Donc l'approvisionnement en eau particulièrement et en électricité, bon, on peut faire sans, mais c'est plus compliqué. Cet approvisionnement est un souci permanent. C'est amusant d'ailleurs parce que ce sont surtout les femmes du collectif qui se plaignent de l'énergie et de l'eau. J'imagine que c'est leur rôle de gardienne du foyer qui ressort. Le truc en matière d'électricité et donc de pompage d'eau, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'ajouter un panneau supplémentaire sur le toit, parce qu'on sait pertinemment que si on augmente la production, la consommation va augmenter au moins dans les mêmes proportions, et c'est parti pour la course à l'armement. On n'a pas assez, donc on rajoute un panneau, et puis un autre, parce qu'on n'a plus assez, et puis on en rajoute un autre, etc., etc. Comme la consommation suit, et ben, grosso modo, on se retrouve bloqué. Puisque en matière d'énergie, c'est pas la production qui pose problème, c'est toujours la consommation. En fait. Y a un truc bien à la ferme, c'est qu'on prend la cuisine à tour de rôle. On fait un roulement sur 15 jours, ce qui permet à ceux qui ne sont pas, entre guillemets, de cuisine, de pouvoir travailler toute la journée. En fait, ils arrivent, ils mettent leurs pieds sous la table, ils disent merci, et puis ils repartent travailler jusqu'au moment où c'est à eux de faire la cuisine. Donc on se retrouve pour les repas, sauf le petit-déj, et c'est des moments importants où on échange plein d'informations, mais on essaie de s'y tenir, on s'est mis d'accord de n'y prendre aucune décision. Et les décisions concernant le collectif se prennent lors des réunions le dimanche soir, alors à 4 heures pendant l'hiver et à 8 heures l'été, à cause de la lumière. Et c'est pendant ces réunions qu'on planifie qui fait quoi pendant la semaine, et on définit les besoins en termes de travaux collectifs. Par exemple, on décide de réaménager telle pièce qui pour l'instant ne sert à rien. Ce réaménagement est placé sous la responsabilité d'un tel qui dit voilà, j'ai besoin de X personnes pour faire ci et ça, qui veut participer, si tu as envie, tu viens. Et ça, c'est plutôt bien organisé. Le problème, et je m'en aperçois assez vite, c'est que le collectif court après l'argent, après s'être lourdement endetté pour acheter la ferme en fait. Ils ont monté une SCI avec plein de porteurs de parts et c'est un bazar sans nom du point de vue de la comptabilité. Et ces histoires de fric nous pourrissent littéralement la vie. Elles reviennent sur le tapis littéralement toutes les 3 semaines, quoi. Si c'était à refaire, d'ailleurs, je pense que la situation d'un point de vue financier, la plus simple qui soit, c'est un unique propriétaire, de préférence pas trop vieux, hein, c'est important, et des locataires. C'est un schéma simple, tout le monde comprend comment ça fonctionne, les relations sont limpides entre le propriétaire et le locataire. Une SCI, c'est un paquet d'ennuis, pour parler poliment. Au bout d'1 an à peu près dans le collectif, la situation se dégrade brutalement à la suite d'une brouille qui est survenue entre 2 des grandes gueules du collectif à propos à nouveau d'une histoire de fric. Et l'atmosphère devient très vite irrespirable et cette embrouille va faire ressortir un paquet d'autres histoires non réglées entre membres du collectif. Quand
j'étais pas là ou depuis que je suis arrivé. Donc une situation apparemment calme en fait peut virer super vite au conflit ouvert. C'est une autre leçon de ma présence, de mon passage là-bas. Et comme je suis très sensible aux mauvaises ambiances, les 6 mois suivants sont très durs, d'autant qu'en plus je n'ai rien à voir en histoire. C'est un problème auquel je suis totalement étranger. À l'automne, je finis par en avoir marre de ce conflit qui a littéralement coupé le collectif en plusieurs camps, qui se mettent sur la gueule pendant les repas et en dehors des repas et tout. Et puis je décide de partir, comme d'autres l'ont fait un peu plus tôt cette année-là. Pour faire un bilan de cette première expérience, je retire les enseignements suivants. Les histoires de pognon sont une source d'ennui perpétuel et les montages financiers de bric et de broc de type SCI à 115 actionnaires, c'est vraiment, pour parler poliment, des plans foireux, quoi. Je pense qu'il est très important de bien se connaître soi-même avant de s'embarquer dans une telle aventure et de prendre le temps de se poser pour bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Se ménager une solution de repli, au moins au début, plutôt que de faire comme moi, de tout plaquer et de jurer que je ne retournerai jamais en ville. Et au final, je pense qu'il est nécessaire avant-dernier point, c'est nécessaire de prendre son temps pour bien prendre la mesure des personnes avec qui on s'associe. Pourquoi faire, à quel endroit, c'est secondaire par rapport à avec qui, parce que c'est avec qui qui conditionne tout le reste en fait. Tu peux avoir le projet le plus génial, si c'est fait avec les mauvaises personnes, ça ne fonctionnera pas. Et pour finir, en fait, d'un point de vue personnel, en fait, je pense que le collectif est une piste très intéressante dans ma quête de sens, mais pas ce collectif-là. Et l'une de mes erreurs est d'avoir foncé tête baissée dans le premier collectif que j'ai rencontré, plutôt que d'en visiter au moins un autre, sinon 3 ou 4, pour voir comment ça se passe. À l'automne 2011, donc, je décide de quitter ce collectif qui va de plus en plus mal. On recevait à l'époque une revue qui s'appelle Passerelle Éco et qui comporte notamment des petites annonces de lieux associatifs qui cherchent des volontaires, des investisseurs, des coups de main, etc. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui cherchent. Par une petite annonce, donc, je trouve ce lieu en Bourgogne qui ouvre notamment son terrain aux yourtes, puisque entre-temps j'ai troqué avec soulagement la caravane pour une habitation nettement plus agréable. Je débarque donc avec ma maison pliée dans une camionnette de déménagement. C'est super pratique, une yourte en fait, c'est fait pour être mobile. Dans ce nouveau lieu, il n'est pas question de collectif, mais plutôt de colocation. Je vais partager un terrain avec 2 familles et nous allons simplement être bons voisins. Les enfants qui sont sur le lieu m'adoptent très rapidement comme une sorte de tonton-cousin qui sait inventer des nouveaux jeux et c'est vraiment très agréable d'avoir des gamins sur le lieu. Le terrain se situe sur les bords d'un gros ruisseau au régime semi-torrentiel. Il n'est jamais à sec, mais le débit varie beaucoup de saison en saison. Et je vais chercher mon eau potable à une source à flanc de falaise. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait analyser, je fais confiance à mon ventre. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, mais bon, à la limite, je m'en moque un petit peu. Pour le bois qui sert au chauffage, nous allons dans les affouages alloués par la mairie, on loue un tracteur, une carriole à ridelle et puis les bras de voisins qui font ça pour gagner un peu de sous et on fait le bois de tout le monde, de toute la colocation quand c'est le moment. Ça nous prend en tout 3 week-ends en gros. Et dans cette vallée qui est orientée est-ouest mais très encaissée, je m'en sors pour la yourte avec environ 5 stères par an, sachant que je chauffe d'octobre à mai, en fait, quand il fait moins de 5-8 degrés la nuit. Parce que la yourte, le matin, est à température ambiante, faut pas rêver. À 15 € l'austère, le calcul est vite fait, je dépense moins qu'en 1 mois et demi de chauffage électrique en ville. Et je complète en cas de besoin, par exemple quand je me suis absenté longtemps et que je rentre le soir dans une yourte vraiment glaciale, je complète ça avec un chauffage à gaz, mais un truc sans flamme. Parce qu'une yourte, en fait, c'est du tissu et du bois, donc il faut faire très très attention. Tu oublies les bougies et les lampes à kérosène, à flamme, c'est une super mauvaise idée. Et puis pour terminer le chapitre chauffage, je glisse juste un indice. Les lits à baldaquin, c'est très bien et ça coûte rien à fabriquer. Pour l'électricité, j'ai acquis en partant de Bretagne tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire une paire de panneaux amorphes, par opposition aux panneaux cristallins,
pour avoir du jus même par temps nuageux. Une paire de batteries et un bon transformateur de 600 watts. Donc comme en Bretagne, malheureusement, ma production n'est pas suffisante par rapport à ma consommation, qui pourtant se limite à l'éclairage et à quelques objets usuels, un PC portable, mon téléphone et puis l'éclairage. Donc je suis obligé de recharger environ une fois par semaine les batteries avec un groupe électrogène, surtout en hiver. Ça fait du bruit et j'aime pas ça du tout. Au bout d'un an, je finis par en avoir assez et je me rachète 2 panneaux polycristallins qui améliorent la situation. Mais voilà, l'autonomie électrique, c'est difficile à obtenir, surtout en hiver. Pour faire simple, en fait, il vaut mieux avoir une petite batterie et beaucoup de panneaux, et pas l'inverse. Et surtout ne pas se fier aux chiffres annoncés. C'est-à-dire un panneau, quand il y a marqué 100 watts dessus, quand il en sort 50 réels, c'est déjà bien. Et puis toi, tu peux plutôt compter sur 35 watts en vrai quand il est posé, quoi. En tout, j'en ai eu pour environ 1300 € parce que le convertisseur à lui tout seul en coûtait déjà 600. Parce que j'en voulais un de bonne qualité. Il est facile de détruire littéralement des batteries d'ordinateur portable ou de téléphone avec un convertisseur bas de gamme qui délivrerait un courant de mauvaise qualité, avec des variations de tension qui flinguent les circuits. C'est un point à garder en tête quand on s'équipe. Une ampoule électrique, ça n'a pas besoin d'un signal électrique très propre. À l'inverse, des batteries d'appareils de type portable ou téléphone mobile qui peuvent être complètement flinguées en 6 mois par un courant de mauvaise qualité. Donc voilà, j'ai mis un peu de sous, mais ça valait le coup. Pour la cuisine, je me contente d'une plaque de gaz à 2 feux de camping alimentée par des bouteilles de propane standard que je vais chercher au supermarché voisin. Côté du jardin, pour être franc, c'est la misère. La terre est bien trop froide pour faire pousser quoi que ce soit de normal et l'ensoleillement est limité par le relief. Donc je me contente de glaner des noix et des noisettes sauvages. Malheureusement ici il n'y a pas de châtaignier. Et puis pour diverses raisons, mais surtout parce que mon expérience de potager en Bretagne m'a drôlement dégoûté, pour moi il est plus facile d'aller faire mes courses à la Biocoop du coin, du coin à 20 km en voiture, 40 km aller-retour, et c'est bien là le problème. Là où je suis, le coin est super, mais je suis loin de tout. Et même avec la meilleure volonté du monde, sans bagnole, c'est très vite délicat. C'est d'autant plus ennuyeux que j'ai pas réussi à m'attaquer sérieusement à la question de comment vivre presque sans argent. Pour le reste, tout est bien, j'ai des voisins très sympas, je m'amuse beaucoup avec leurs enfants à inventer des jeux, à leur apprendre des trucs, à construire tout un tas de bidules. Je manque vraiment de rien, quoi. J'ai de l'eau, du bois, de l'électricité et j'ai de quoi manger. Et j'aurais pu continuer à cet endroit pendant littéralement des années, si mon compte en banque ne se vidait pas inexorablement de mois en mois. Puis ensuite, je rencontre ma compagne actuelle qui, à ma grande surprise, trouve mon mode de vie tout à fait charmant et qui se plaît beaucoup dans les yourtes. Mais, à nouveau, elle travaille en ville et doit faire pas loin de 50 km aller-retour chaque jour au lieu de mettre 15 minutes à vélo depuis son appartement en ville, ce qui pose immédiatement des problèmes. Donc il faut que je fasse un choix et qui est finalement vite fait. Il faut que je retourne en ville. D'abord pour vivre avec ma compagne et ensuite parce qu'il faut que je retourne travailler avant de me retrouver vraiment dans la dèche. Et je pense qu'il faut se décider à revenir en ville bien avant de devoir aller mendier à la cave quand on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Ok, j'ai rêvé d'autonomie, mais il faut être réaliste et pas se couper de tout, surtout pas des liens sociaux. De tout ça, je retire plusieurs enseignements. L'autonomie énergétique est sans doute la plus facile à atteindre, moyennant quelques connaissances en électricité. À long terme, de toute façon, l'électricité n'est pas une source d'énergie viable parce que, tout simplement, elle ne pousse pas sur les arbres. Donc à terme, il faudra vivre sans. De toute façon, il ne restera plus que l'eau, le vent et le feu, comme avant. L'autonomie alimentaire est bien plus compliquée parce qu'il faut se confronter directement à la nature, ce dont toute mon éducation m'a privé. À l'école et à la fac, j'ai appris une foule de trucs qui me servent autant qu'une petite cuillère quand il s'agit de désherber une parcelle. Je me demande d'ailleurs combien de temps il faut pour, entre guillemets, apprivoiser un terrain, 5 ans, 10 ans. Tu vois, autant monter des panneaux solaires, c'est terminé en une journée, autant pour apprendre à faire pousser des carottes, on ne peut pas passer par la case argent pour gagner du temps. Je ne peux pas faire un chèque à la nature et hop, ça y est, mes carottes poussent. Alors que je peux faire un chèque et hop, j'ai de l'électricité. Et c'est un des paradoxes de la vie moderne, là. Je reste convaincu que le collectif est la voie à suivre. On est une espèce sociale, grégaire, et l'union fait la force. Mais bien sûr, la contrepartie, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec l'autre, et ça, c'est un travail véritablement de toute une vie. Bon, quand on a des objectifs communs, déjà, ça va mieux. Voilà donc où j'en suis. J'ai appris une foule de choses, et je sais que quand je vais recommencer,
Je pourrais m'appuyer sur cette décennie d'expérience en y allant en sachant que c'est possible. Par certains côtés, c'est très très agréable et satisfaisant, et de l'autre côté, c'est dur et frustrant. Hein. Il y a deux faces à la pièce. Mais vraiment, au final, j'ai aucun regret d'avoir quitté ma vie de salarié parisien, et je retournerai un jour vivre à la campagne vraiment avec soulagement, quoi.